Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode table ronde autour de l'alimentation des enfants. Lors de mon dernier épisode en solo, je vous ai partagé à quel point les enfants sont un véritable levier d'action, à la fois pour la santé et pour l'écologie, qui sont pour moi deux notions indissociables. J'ai donc eu envie de prolonger cette réflexion avec Émilie Boriglione et Lorelai Vincent, tous deux mamans et naturopathes, qui œuvrent chacune à leur manière pour transmettre dès le plus jeune âge une autre vision de la santé et de l'alimentation. Émilie est déjà intervenue dans le podcast pour raconter son parcours et j'avais également enregistré un live avec Lorelai sur Instagram autour de l'alimentation des enfants. Donc je vous mettrai les liens en description de l'épisode. L'idée de cette table ronde, c'est de créer un espace de parole à plusieurs voix où on va pouvoir échanger sur nos constats, nos pratiques et nos envies pour l'alimentation des enfants et partager comment on peut agir à notre échelle pour sensibiliser autour de ce sujet de santé publique. Bonjour Lorelai et bonjour Émilie. Bonjour Marion. Bonjour Marie. Alors, je vous propose pour commencer, de vous présenter en quelques mots, de raconter votre parcours et de décrire votre pratique actuelle. Donc moi c'est Lorelai Vincent, je suis naturopathe avec une spécialité bébé-enfant et je suis donc formée par Candice Lévy à cette spécialité et je suis également auriculothérapeute. J'ai un cabinet dans le 20e arrondissement de Paris. Et je suis également maman de 2 enfants, Marceau 9 ans et demi, presque 10 et Charlie 5 ans. Donc moi, je suis Émilie Boriglione, je suis naturopathe. Je me suis formée il y a un peu plus de 10 ans. Et très rapidement, dans ma pratique, j'ai voulu intégrer la cuisine comme outil de transmission. Donc j'ai créé des ateliers de cuisine et j'ai partagé pendant plus de 8 ans des ateliers, des stages en cuisine. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, Marion. Tu étais venue à un stage à Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis formatrice en cuisine santé pour les professionnels du bien-être qui ont envie d'intégrer cette pratique dans leurs outils de transmission. Et je suis maman de Léonard qui a 5 ans, donc grande section maternelle, et qui lui aussi vit, je pense, dans une vie de naturopathie. Mais je dirais que je m'en rends pas vraiment compte. Au quotidien, je me rends plus compte quand je rencontre d'autres enfants et d'autres familles. Justement, plus tard, vous allez nous raconter un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en place avec vos enfants dans votre vie de famille, justement. C'est intéressant, Émilie, que tu replaces aussi le contexte. Effectivement, donc j'avais rencontré Émilie dans les stages de cuisine de naturopathie que tu animais à l'époque à Bordeaux. J'étais pas encore en formation d'ailleurs, mais c'était aussi un des stages qui m'a donné envie de devenir naturopathe par la suite. Et Lorelai, on était ensemble au Sénato. On s'était rencontrés, j'animais un atelier de coaching pour aider les étudiants à se lancer pendant leur formation, un atelier auquel tu avais participé. Et du coup, on a continué à rester en contact par la suite. Et donc moi aussi, je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Donc en préparant l'épisode, on s'est rendu compte que toutes les trois, on avait un enfant en grande section de maternelle. Donc on a aussi cette base commune. Justement, comment la maternité a influencé votre regard sur la santé et l'alimentation? Qu'est-ce que ça a changé pour vous? En ce qui me concerne, c'est sûr que mes choix de précision, en tant que naturopathe, on est naturopathe, voilà, dans sa globalité. C'est un métier, très holistique et c'est vrai qu'en devenant maman, orienter ma pratique vers l'enfant est devenu, une évidence, en fait. De bah,
ça faisait sens, en fait, si on parlait d'une pratique holistique, de partir, du début, en fait. L'accompagner dès la naissance, finalement. C'est pas là, c'est vu que c'est un métier de quand même de prévention, l'idée étant, voilà, d'agir, quand on est encore en pleine vitalité, finalement, et dès la naissance, voire, dans le dans le ventre de la maman. Du coup, Lorelai, t'étais déjà maman quand tu as fait ta formation de naturopathie, ton premier, c'est ça aussi, est-ce que ça t'a encouragé à devenir naturopathe? Oui, oui, tout à fait. En fait, j'étais déjà maman de Marceau, du coup, quand j'étais dans mon ancien métier, car c'est une reconversion. Et ça m'a vraiment, voilà, posé les questions de l'alimentation. Alors j'avais déjà une alimentation plutôt saine, j'avais déjà, voilà, je donnais beaucoup d'intentions dans ma vie, plutôt saine. Mais c'est vrai qu'en devenant maman, l'importance de ce que j'allais mettre dans le corps de mon enfant a pris une autre dimension. J'avais pas le même regard sur le mien, pour le coup, sur mon corps. Et c'est vrai que du coup, j'ai, voilà, voulu lui donner le meilleur, en fait. Je pense qu'en devenant parent, on l'importance du bien-être prend une place, qu'on devienne naturopathe ou pas d'ailleurs, hein, ça prend toute une autre dimension. Et c'est vrai que déjà là, oui, il y a une question qui s'est posée sur l'alimentation, sur, comment le nourrir, et surtout mon premier enfant a été assez malade, très jeune, et j'ai essayé de trouver des solutions, et face à ce qui m'était proposé, j'étais pas satisfaite. Donc j'ai été tester des choses, plus naturelles, et en effet, c'est, avec le choix d'un deuxième enfant que l'envie de me former aussi est venue, me former pour, bah, voilà, pour mettre en action de manière plus concrète, tout ça. Alors moi, pour ma part, j'étais déjà naturopathe depuis 6 ans quand j'ai eu mon fils, donc je baignais déjà dans cet univers-là, donc je dirais que je me suis pas trop posé de questions, parce que je savais que ce que j'avais mis en place aussi dans l'accompagnement de la grossesse, voilà, était vraiment le prolongement de ce que j'avais appris et de ce que j'avais envie de mettre en place dans ma vie de famille. Mais c'est vrai que j'ai rencontré la maternité à travers les premières clientes que j'ai eues en consultation en tant que naturopathe, et là je me suis dit, ah oui, toutes ces choses-là, elles ne le savent pas. Moi, je le sais parce que je me suis formée, mais elles ne le savent pas. Mais j'avais pas eu à l'époque beaucoup d'enfants ou de mamans. Et c'est vraiment quand j'ai eu mon fils et qu'est venu le sujet de la diversification alimentaire et de l'alimentation de l'enfant que là, je me suis dit, ah ouais, il y a tout ça qu'on n'a même pas appris en formation aussi. Parce que finalement, dans la formation de naturopathe, il y a toute une partie sur l'alimentation pendant la grossesse, la fertilité et celle des enfants, qui est, moi, je trouve, balayée assez rapidement. Au point que quand on se retrouve avec ce type de client en face de nous, on n'est pas non plus, on n'a pas énormément d'outils et de choses à dire. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai vraiment creusé moi quand j'ai eu mon fils en me disant mais qu'est-ce que j'ai envie de lui transmettre, comment je vais cuisiner, voilà. Et je me suis posé la question sur la DME aussi, est-ce que je propose la DME, les purées, enfin il y a eu tout ce questionnement-là. Alors heureusement je trouve qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de livres sur le sujet. Mais il y a eu une deuxième étape, je trouve, c'est que à partir du moment où la diversification est faite, là, il n'y a plus rien. Comme si d'un coup, on passait de je fais pas à pas pour mon enfant à bah là, ça y est, il mange comme un adulte. Alors qu'en réalité, les besoins sont pas du tout les mêmes. Et donc du coup, je trouve que c'est un sujet qui est pas forcément évident. Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui cuisiner tous ces petits plats jusqu'à aujourd'hui, puisque dans l'école dans laquelle il est, il n'y a pas de cantine scolaire. Dans la MAM dans laquelle il était, il n'y avait pas de traiteur. Enfin, il y avait un traiteur, mais j'ai fait le choix de continuer à cuisiner. Donc ça m'a permis de vraiment à la fois questionner ce sujet-là et à la fois dans la pratique de devoir trouver des solutions. Et donc faire des recherches et me rendre compte que c'était pas si simple. Alors déjà pour moi, qui avait quand même une certaine expertise en cuisine, alors je me disais pour quelqu'un qui n'y connaît rien, ça peut être quand même assez compliqué. Mais oui, c'est intéressant. C'est marrant et ça me rappelle, moi du coup, Gaspard était petit pendant que je faisais ma formation en naturopathie. Et du coup, je pense que j'étais à fond dedans parce que j'apprenais plein de choses à ce moment-là, donc j'expérimentais pas mal. Je le revois en train de manger de la spiruline tout petit, mais parce que justement, j'étais en plein dans cette phase-là, donc j'étais vraiment au cœur de la pratique. Et c'est chouette que finalement, tu aies pu cuisiner tous ces plats, enfin garder la main là-dessus, parce que moi, je sais que l'entrée en crèche, puis en maternelle, ça avait été justement un choc de devoir lâcher prise sur la partie alimentation, alors que ça me convenait pas vraiment. Mais c'est aussi une chance finalement d'avoir pu conserver ça, quoi.
Oui, alors je précise qu'aujourd'hui, le mercredi, il va dans un centre aéré, donc j'ai aussi voulu qu'il rencontre autre chose que ce qu'on mettait en place à la maison, parce que bah, je pense que voilà, la notion de naturopathie, c'est pas d'être 100% à suivre les règles de la naturopathie, c'est aussi s'ouvrir à d'autres choses et arriver à trouver un bon équilibre entre tout ça. Et c'est là où cette notion de connaissance des enfants sur le sujet de l'alimentation, je trouve que ça manque aujourd'hui. C'est-à-dire que je veux qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'un vrai aliment et qu'est-ce qui n'en est pas un, et que cet aliment qui n'en est pas forcément un, eh bien, de temps en temps, exceptionnellement, on peut quand même l'intégrer pour des questions de plaisir, de partage et de vie aussi sociale. Donc, c'est arriver à trouver le bon équilibre, je trouve. Donc, je suis pas non plus dans une vie d'exclusion totale où ils mangent que ce qu'on prépare à la maison. Et oui, tout à fait et pour rebondir sur ce que tu disais Marion sur l'entrée à l'école ou en crèche quand on n'a plus la main dessus, il y a vraiment quelque chose que moi je dis en consultation aux parents, c'est de vraiment dès petits, hein, vraiment dès le début de la diversification, de les rendre autonomes, dans la connaissance, du corps et de ce que ça leur fait, de même quand ils sont petits, hein. Je sais que, ça va être toujours un peu compliqué de dire que, voilà, on peut avoir une conversation avec un bébé ou un petit enfant, quand il y a pas forcément la parole ou que la parole est débutante, mais de lui expliquer dès le plus jeune âge que voilà, si, de l'interroger sur ce que ça fait quand il met un sac aliment dans son corps. Est-ce que ça lui fait une douleur? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce que et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand on n'a pas la main, justement, parce qu'on l'a pas toujours et de pas culpabiliser, de pas, se mettre la pression et plus on rendra l'enfant autonome dans son bien-être, dans sa santé, dans l'aliment par et principalement par l'alimentation, de lui-même, en fait, il va se diriger vers des aliments qui vont lui faire du bien ou pas et ça, c'est vraiment quelque chose, que je dis souvent: «Faites confiance à votre enfant». En fait, l'enfant, il a un cerveau reptilien bien plus développé que le nôtre parce qu'on le perd en grandissant et l'enfant a un côté instinctif, de survie pour lui, pour son bien-être qu'il faut pas oublier et qui est intéressant à exploiter justement, dans ce cas-là. Oui, tu raison de le souligner, Lorelai. D'ailleurs, tu partageais tout à l'heure que, bah, le fait de devenir maman, ça a rendu un peu quelque chose de plus évident pour toi, agir au niveau des enfants parce que c'était la prévention. Est-ce que justement, il y a eu des choses qui vous ont semblé encore plus urgents en devenant maman? Alors moi, ce qui s'est passé, c'est vraiment la rencontre justement avec la collectivité, donc l'école, où j'ai vraiment vu le décalage de ce qu'on mettait nous en place à la maison et de ce que les autres enfants avaient chez eux. Et c'est là où je me suis dit, il y a un rapport qui n'est pas égalitaire sur la connaissance justement de l'alimentation. Et je me suis dit qu'il était important dès le plus jeune âge de sensibiliser les enfants à l'alimentation parce que ça ne pouvait pas s'arrêter à juste mange ton assiette ou mange tes légumes. Il y a vraiment une notion qui est beaucoup plus profonde pour moi où je me suis dit, si... et en fait, c'est venu aussi d'une phrase que j'ai beaucoup entendue pendant mes stages où les gens me disaient, ah, tout ça, on devrait l'avoir appris à l'école. Et pendant longtemps, cette phrase, elle a vraiment tourné dans ma tête où je me disais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'effectivement à l'école, alors j'avais pas d'enfant à l'époque, donc je comprenais pas forcément comment est-ce que ça serait possible de le mettre en place à l'école. Puis quand j'ai eu mon fils et que même tout petit, j'ai vu que les enfants comprenaient tout. Comme tu disais tout à l'heure, Lorelai, on peut tout leur expliquer, qu'ils soient bébés ou même un peu plus grands. La parole n'est pas, enfin voilà, ne peut pas être une limite. Au contraire, ils comprennent beaucoup de choses, ils sentent beaucoup de choses. Et c'est vrai que je me suis dit, bah, il manque quelque chose. Et j'ai eu, moi, envie de pouvoir donner un peu plus d'égalité à cette découverte alimentaire, au-delà de juste, je dois finir et manger mon assiette. Et donc finalement, apprendre à comprendre comment est-ce que on vit dans un environnement qui nous nourrit, d'où viennent les produits que l'on mange, ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne se posent pas comme question et ne savent pas. Comment est-ce qu'on les transforme aussi? Parce que c'est l'acte de cuisiner, mais il y a beaucoup de produits, on se doute qu'ils ont été cuisinés par un industriel, mais est-ce que c'est pareil que ce qu'on ferait dans notre cuisine? Et comment est-ce que aussi l'acte de cuisiner peut nous inspirer dans notre quotidien, dans notre relation au vivant, à la créativité? Enfin, il y a toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment moi la connexion avec la collectivité où je me suis dit, il y a un vrai décalage. Et j'ai vraiment envie de combler ce décalage qu'il y a pour que tous les enfants aient la chance d'avoir cette découverte-là. Et oui, c'est vrai que c'est important que tous les enfants puissent avoir cette notion et c'est vrai que
Quand mon fils est rentré en maternelle, j'ai eu envie justement de communiquer sur ça, donner accès à tout le monde, sur ces informations et en effet, en constatant qu'autour, c'était pas du tout, les mêmes habitudes de vie à la maison et c'est vrai que j'ai fait des ateliers au début dans les écoles de mes enfants et après dans d'autres écoles et c'est vrai que l'un des derniers que j'ai fait, c'était sur la saisonnalité des fruits et légumes et quand, je disais autour de moi que j'allais faire un atelier dans les écoles sur la saisonnalité des fruits et légumes, il y avait un peu comme une stupeur sur: «Mais bah, oui, évidemment, en fait. Pourquoi c'est pas quelque chose qui est dans le programme scolaire?» et ça fait sens et là, le prochain atelier est sur les aliments transformés et en fait, c'est ça, c'est comment, nous, ce qu'on met en place en naturopathie, dans les consultations ou à la maison, dans nos familles, comment pouvoir ça fait sens de finalement le diffuser, dès le plus jeune âge, dans les écoles, ouais. C'est important de pouvoir le rendre accessible, en tout cas. Qu'est-ce qui justement, vous attriste le plus dans le système scolaire? Tu disais justement, Émilie, c'était le choc un peu de la rencontre avec la collectivité. Moi aussi, ça a été, quelque chose de très fort, à ce niveau-là. C'est quoi qui vous frappe et qui pour vous est le plus dysfonctionnel aujourd'hui dans la façon de fonctionner dans les collectivités? Alors moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment le fait qu'il y ait du sucre partout. Ça, vraiment, c'est un sujet qui a généré beaucoup de colère chez moi parce que quand j'ai commencé à en parler sur la base de mes connaissances, à vraiment diffuser ce message qu'on nous apprend en formation naturo, les gens me regardaient comme si j'étais un extraterrestre en me disant mais oh là là, tu dois être vraiment relou comme maman. Oh là là, enfin voilà, en clair, ma vie n'avait aucun sens parce que je limitais le sucre chez mon enfant. Sauf qu'en fait, il y a un vrai décalage entre ne pas manger de sucre du tout et tout le sucre sur lequel les enfants ont accès à l'école, entre les anniversaires, les bonbons. Et moi, ça a commencé dès la MAM. Et je recontextualise, en MAM, les enfants, ils ont moins de 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a des enfants à moins de 3 ans mangeaient déjà des sacs de bonbons. Les petits sacs bonbons Haribo, c'est 15, je crois que c'est 15 carrés de sucre blanc. On n'aurait jamais idée de donner 15 carrés de sucre à un enfant. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc pour moi qui m'a... Voilà, j'en perdais mes moyens tellement ça me mettait en colère. Et j'ai partagé récemment une expérience qui m'est arrivée au centre aéré où ils présentaient les activités que les enfants faisaient et ils ont fait un cake au carambar. Alors déjà, faire un gâteau sur une base de bonbons, voilà, je vois pas trop l'intérêt. Mais quand j'ai lu la recette, il y avait 15 carambars et 150 grammes de sucre. Les deux ensemble. Donc du coup, moi je me disais, alors j'ai fait mon petit calcul, etc. Du coup, ça revenait à 28 grammes de sucre pour une part de gâteau. Ce qui est déjà un apport supérieur par rapport à la journée pour un enfant. Et donc du coup, quand je vais voir la personne et que je leur explique, bah, vous voyez, il y a quand même beaucoup de sucre, etc. On me dit, mais vous pouvez diminuer chez vous. Et je me suis dit, mais c'est quand même une structure qui accueille des enfants. Donc il y a une manque de connaissance de la part de ces personnes-là sur les besoins nutritionnels de l'enfant. Et du coup, ça, c'est vraiment des choses qui, pour moi, je me suis dit, il faut diffuser le message. C'est pas possible qu'on continue à proposer des bonbons comme si c'était quelque chose de pas si grave que ça quand on sait l'impact quand même du sucre sur le cerveau des enfants et puis sur la santé en général. Oui, je pense qu'il y a un vrai manque d'informations sur les effets néfastes du sucre. Je pense que ça, je le vois, hein, quand je fais des ateliers sur le sucre, aux enfants, je vois les adultes autour qui sont, stupéfaits de voir, ce que ça peut faire dans le corps et c'est vrai qu'en fait, on se rend pas compte du danger que ça autant sur le physique que sur le mental, hein, je crois qu'il y a c'est Isabelle Filiosa qui parlait d'une étude, qui avait eu lieu aux États-Unis où ils avaient, réduit la quantité de sucre et amélioré le repas juste du midi, à l'école et ils avaient constaté une baisse d'agressivité, à l'heure de la récréation. Donc enfin, il y a sur la concentration, sur l'agressivité, sur, la qualité du microbiote qui est 80 du système immunitaire. Enfin, c'est impressionnant de voir que c'est tellement important, mais tellement méconnu et ça, c'est vraiment je pense que si on est informé, voilà, on a plus conscience, de ça et je pense que c'est ce qu'il faut amener dans les structures. C'est ça, c'est, plus de conscience, des effets. Parce qu'il y a vraiment quelque chose on a de toute façon une appétence pour le sucre, hein. La validation de l'ovule se fait, dans un milieu sucré, le liquide amniotique est sucré, c'est la première saveur qu'on connaît même avant de venir au monde.
Donc l'enfant va naturellement se diriger vers du sucre. Il y a pas besoin, de l'initier à ça et d'ailleurs on le voit, on en avait parlé Marion lors du live qu'on avait fait. C'était impressionnant de voir tous les aliments, dédiés à l'enfant dans les rayons, du magasin sont, beaucoup plus sucrés qu'un aliment pour adulte et plus colorés pour attirer l'œil et plus voilà, tout ce qui est fait pour l'enfant est moins bon pour l'enfant finalement. Ouais, c'est intéressant ce que tu soulignes et je m'étais noté que justement il y avait une enquête de 60 millions de consommateurs, justement où ils avaient fait des tests en supermarché où il y a plus de 8 produits sur 10 qui sont des aliments ultra transformés qui sont à destination des enfants. Et ça, c'est quand même incroyable quand on y pense parce que moi, j'ai quand même rencontré beaucoup de parents qui me disaient, ben, je préfère faire confiance parce que moi, j'ai pas confiance en mes connaissances. Donc, je vais faire confiance à des produits estampillés pour enfants, dédiés à l'enfant, aux jeunes enfants. Alors qu'en réalité, on se rend compte que ces produits sont ultra transformés. Donc, dès le plus jeune âge, on expose les enfants à ces produits-là qui, en fait, ne sont pas du tout bons pour leur santé ni physique ni mentale. Oui, c'est assez impressionnant, de constater ça et c'est vrai que voilà, il faut juste, informer et en effet, il y a ce pouvoir de crédibilité, de la grande distribution qui est toujours, qui est inconsciente, hein, qui fait partie, de l'inconscient collectif mais il faut ouais, il faut pas hésiter justement à en parler, à diffuser l'information et ouais et à déconstruire des schémas. C'est pas parce que c'est coloré que c'est forcément mieux pour l'enfant en fait ou que c'est, de taille adaptée à l'enfant que c'est mieux pour l'enfant. C'est, justement le rendre autonome et c'est la conception de Maria Montessori, les rendre autonomes dans tout, dans la vie et du coup aussi dans ce qu'ils mettent dans leur corps et même les parents, je leur dis de regarder les étiquettes, le fameux don sucre, la ligne don sucre, quand on commence à regarder ça, on fait d'autres choix, hein, dans nos courses donc et en effet, quand tu compares avec les nombres de carrés de sucre, de mettre en place ça dans l'éducation, des parents et des enfants, ça change beaucoup de choses aussi, oui. C'est une astuce qui peut marcher, conscientiser. Oui, parce que ça devient concret de voir l'équivalent en nombre de sucre. Parce que c'est vrai que sinon, quand on voit un bonbon, on réalise pas du tout la quantité. Donc, c'est pareil comme les sodas, en fait, le nombre de sucre dans une canette de Coca. Enfin, c'est vraiment flagrant. Et en plus, on parle de ça, mais faut se dire aussi qu'il y a une semaine, c'était Halloween, ou je sais plus si c'est le week-end dernier. Donc, en fait, on vient vraiment là de traverser le pic du sucre. Et je trouve que c'est confrontant vraiment en tant que parent, justement, de savoir quelle position avoir là-dessus. D'autant plus que, enfin, on est à peu près du même âge. Et nous, on n'a pas grandi avec Halloween. Moi, j'ai commencé à en entendre parler après ma vingtaine, je crois. Et alors que nous, nos enfants, ils grandissent vraiment avec ça, comme, comme la culture américaine déjà depuis plusieurs décennies. Et moi, c'est vraiment confrontant, ouais, de voir, c'est comme si le sucre, il est validé partout pour Halloween, justement, même donc à l'école, parce que même souvent les structures autorisent quand même pas forcément les bonbons en général, sauf fête de fin d'année, mais ou Halloween. Et j'ai remarqué même des parents qui sont anti-sucre, qui font attention, et ben au moment d'Halloween, c'est open bar, enfin, c'est le jour d'autorisation, justement. Donc c'est particulier ce moment de l'année, quoi. Ouais, je suis contente que tu en parles, Marion, parce que là, on a aussi parlé de notre posture professionnelle sur le sujet, mais je trouve ça intéressant de parler aussi de notre posture de maman face à ce genre de situation, parce que moi, j'ai vraiment pris du temps à réfléchir à ce sujet-là pour aussi ne pas exclure mon fils de la vie sociale. Et donc, trouver l'équilibre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Lorelai, c'est en fait, c'est le responsabiliser. Alors nous, cette année, il a beaucoup attendu Halloween, il y avait vraiment ce truc qui est monté, donc on a essayé de trouver des activités autour de cette thématique, qui peuvent être des activités artistiques, manuelles, faire des décorations, enfin voilà, imaginer plein de choses autour. Alors bien sûr que pour lui, le point culminant, c'était d'aller faire la chasse aux bonbons, mais il avait vraiment cette conscience de dire, voilà, je vais avoir des bonbons, mais je sais que je dois pas en manger beaucoup et que je dois, bah voilà, en garder et finalement un peu l'étaler sur la durée parce que si j'en mange plus de 5, ce qui 5 est déjà beaucoup, mais en tout cas pour lui, c'était sa limite. Mais il se l'était fixé tout seul. C'est pas moi qui lui ai dit, surtout, tu manges pas de bonbons, c'est pas bon, parce que je n'ai pas envie non plus de me mettre à sa place sur ce que ça fait dans son corps. Je préfère questionner et le laisser se rendre compte de éventuellement ce que ça peut générer en termes d'énergie, de montée, de pic de glycémie,
plutôt que de lui dire, bah, c'est un peu comme pour les adultes où on dit le café c'est pas bon. Déjà, ça dépend pour qui, ça dépend pour quel profil, etc. Bah, pour les enfants, c'est la même chose. On a une tendance à catégoriser. Et je m'en suis rendu compte, c'est une erreur que j'ai pu faire quand il était plus jeune, lui dire, ah, le chocolat, ça donne mal au ventre. Alors qu'en fait, ma phrase est totalement ridicule. Au moment où je l'ai prononcée, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais en train d'influencer sur quelque chose qui était peut-être propre à moi, ma propre perception. Et donc, du coup, c'est vraiment de se dire, de questionner l'enfant et de lui permettre de poser des limites qu'il se fixe pour lui et de lui expliquer pourquoi, sans non plus influencer sur ce que ça peut générer. Donc, je sais pas comment vous arrivez à mettre ça en place, mais c'est pas toujours évident. Oui, oui, bah, c'est, comme tu dis, il faut leur expliquer et les conscientiser, parce qu'on ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est, moi dans les ateliers à mes enfants également, genre, j'explique un peu, je fais des métaphores avec les petits policiers qui représentent les systèmes immunitaires et qu'en fait, si on lui donne trop de sucre, et ben, il est fatigué, il a plus de muscles et du coup, il peut pas se défendre contre les virus et de leur expliquer ça, évidemment, il y a un schéma qui se crée et en effet d'interroger, dire: «Bah, moi là, j'ai bien vu, hein, j'ai un grand qui a presque 10 ans et une petite de 5. Bon, bah, 5 ans, elle reste fun avec son cerveau, d'un enfant de 5 ans et c'est, immédiat. Le grand, il y a quelque chose, voilà, c'est un peu plus, voilà, on est plus dans le dialogue, dans la négociation, beaucoup. Mais voilà, de dire, je sais pas, un exemple qui s'éloigne du bonbon, mais ma fille qui a fait un séjour chez sa grand-mère a découvert le skyr. Nous, à la maison, elle a jamais consommé de produits laitiers de vache et du coup, elle s'est devenue elle a une passion skyr et donc quand elle va chez sa grand-mère maintenant, je dis: «On fait un deal, c'est, tant par semaine et pas plus» et je lui explique pourquoi et elle est revenue en disant: «Je vais en manger qu'un dans la semaine parce que sinon mes policiers, ils allaient être fatigués», voilà. Il y a c'est un peu ça qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne, en fait, ce qu'on va inculquer à l'enfant. Mais en effet, Halloween, c'est, mon âme a quitté mon corps, hein. Moi, j'ai vu tout ce que les enfants ont ramené comme bonbons, c'est catastrophique. Mais voilà et surtout, c'est qu'une fois qu'on a cette quantité, elle est là, donc il faut l'exfiltrer tout doucement et voilà. Mais c'est vrai que non, c'est un vrai sujet et pour, retrouver ce sujet-là avec les friandises et le sucre, c'est fou le manque de conscience qu'il y a là-dessus parce que quand on va dans un restaurant, quand on va dans un commerce, les gens sans forcément demander l'avis aux parents, vont systématiquement donner une sucette ou quelque chose, alors que nous, on a fait tout le boulot derrière de leur dire, «Interroge-toi sur l'envie de manger du sucre après ton repas», et là, tac, ils arrivent avec la sucette et là, ils sont renégociés derrière pour à quel moment on va manger cette sucette. C'est un vrai sujet, en effet. Je suis complètement d'accord avec toi. Je l'ai vécu ces dernières semaines où à chaque fois qu'on rentrait dans une boutique qui n'avait rien à voir avec une boutique alimentaire, j'avais toujours un vendeur qui proposait un bonbon à Léonard et du coup c'était très compliqué parce que fallait re-expliquer tout le cheminement qu'on avait déjà expliqué auparavant. Et il y a vraiment cette notion aussi de, c'est intégré dans notre société de donner des friandises, de donner du sucre qui est vraiment un peu, bah, un enfant pleure, on lui met quelque chose dans la bouche. Alors, à une époque, c'était la tétine, maintenant, c'est un bonbon, une sucette. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a une conscience à prendre aussi du rapport qu'on peut déjà créer pour plus tard potentiellement des troubles alimentaires et des addictions au sucre quand il y a une thématique émotionnelle. Je t'en parlais dans ton dernier épisode, Marion, mais il y a vraiment cette thématique-là de pourquoi est-ce que je consomme du sucre et en fait, ça vient de aussi des petits, dès l'enfance. On me colle quelque chose dans la bouche quand ça va pas, alors que peut-être j'ai besoin d'un câlin ou juste d'expliquer quelle est l'émotion qui me traverse. Puis en fait, une émotion, c'est quelque chose qui nous traverse et après ça se calme. Et du coup, le fait de mettre quelque chose de sucré, c'est je me souviens plus tard que le sucre est venu apaiser ma tension dans mon corps. Et après, du coup, il y a un rapport d'addiction qui est hyper, hyper fort. Et on le constate aussi chez les kinés, par exemple, quand ils font des manipulations sur des bébés, je ne sais pas si tu avais déjà eu cette expérience où ils leur donnent une pipette de glucose pour les calmer parce que c'est voilà, pour qu'ils soient, la dopamine fasse effet, qu'ils soient apaisés avec la sérotonine. Mais c'est voilà, c'est vraiment, dans une conscience, très collective de que le sucre est là pour apaiser et pour donner une anecdote, que mon fils m'a relatée l'autre jour et à la cantine, à la fin de son repas, il y a eu un fromage blanc avec un sachet de sucre et lui, on devait mettre le sachet de sucre dans le fromage blanc. Il était outré, parce que, bah, pour lui, c'était, le lactose, c'est du sucre, plus du sucre, enfin voilà, il dit:
mais ils sont pas bien, ça va pas. Ils vont carrément nous donner des cigarettes s'ils en sont là. Et j'ai trouvé ça très, très drôle et intéressant, sa comparaison de nocivité, avec la nocivité d'une dose de sucre aussi importante avec la cigarette. Et c'est vrai, quand dans les magasins, ils donnent des bonbons toutes les 5 minutes, bon, on met dans un extrême évidemment, mais c'est pour faire une image. C'est comme si on rentrait dans un magasin, qu'on nous proposait une cigarette à chaque fois, alors qu'on fume pas ou qu'on essaie d'arrêter ou qu'on fume et que c'est déjà pas bien. Enfin, pas bon pour la santé en tout cas. Et il y a vraiment ce truc parce qu'en fait, la cigarette, on sait que c'est mauvais pour la santé. Le sucre, ça a du mal à rentrer comme notion de nocivité, ouais. Ouais, c'est hyper impressionnant que Marceau il ait eu ce raisonnement-là de conscientisation. Enfin, du coup, il y a plein de choses qui me viennent en tête quand vous parlez. Pareil, Gaspard me raconte en fait effectivement qu'à la cantine, lui par exemple aime pas trop les yaourts, vu qu'on n'en mange pas à la maison, bah du coup c'est pas un aliment vers lequel il va. Et ben justement, pour leur faire manger les yaourts à la cantine, effectivement, ils leur mettent le sachet de sucre. Et c'est dingue comme si, comme dans la tête des adultes, le yaourt est un aliment santé puisque c'est le calcium. Bah, du coup, c'est complètement validé que c'est une bonne manière de faire manger quelque chose qui est bon pour la santé, sans se dire, bah oui, mais si à un moment je mets trop de sucre, c'est peut-être plus bon pour la santé. Enfin, déjà, on a nous le débat de se dire, est-ce que le yaourt est le meilleur aliment, mais au-delà de ça, du coup, si on rajoute du sucre, ça n'est plus du tout bon pour la santé. Enfin, et si c'est fait de manière répétée, évidemment. Donc c'est hyper intéressant de voir effectivement tous ces espèces de raccourcis et à quel point le sujet du sucre est ancré. Moi, ce que j'avais envie de rajouter, c'est qu'une fois qu'on a dit tout ça, il y a peut-être des personnes en nous écoutant qui nous disent, bon, ok, on sait que le sucre, c'est pas bon, mais c'est aussi pour ça que moi, pour ma part, je me suis vraiment engagée à des fois dénoncer ce genre de choses-là, mais aussi trouver des alternatives. Notamment pour Halloween, j'ai publié plusieurs recettes de bonbons maison, de roulettes de fruits, de choses comme ça, pour aussi montrer, finalement, je trouve qu'on peut avoir ce côté dans notre société où on nous dit ça il faut pas, ça il faut pas. Alors au bout d'un moment, on est un peu écrasé sous les injonctions de choses à faire ou à ne pas faire. Et c'est justement, je crois qu'il y a vraiment cette éducation à faire d'alternatives, de trouver des alternatives et à les rendre séduisantes. Il y a vraiment ce truc-là de dire le marketing est offensif, omniprésent, la publicité, elle est partout, même quand on n'a pas de télé, même que quand on fait quand même attention, il y a de la publicité partout, que ce soit sur les packaging, dans la rue. Je pense beaucoup à Paris, dans le métro, moi, beaucoup moins en province, je m'en rends moins compte, mais c'est vrai que quand je vais à Paris, voilà, je trouve qu'il y a de la pub partout. Et c'est comment justement rendre les alternatives sexy aussi, qui donnent envie et où on se dise, ah, c'est sympa de le faire, on va passer un bon moment quand on va le faire. Et je pense que ça, c'est important aussi de ne pas l'oublier, parce qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de discours de dénonciation, mais arriver à trouver un bon équilibre comme on peut le faire, nous trois, en se disant, bon, ok, une fois qu'on a dénoncé, qu'est-ce qu'on fait? Et donc mener des actions concrètes pour pouvoir justement passer à l'action, notamment avec des ateliers dans les écoles ou dans les partages autres qu'on peut faire. C'est donner vraiment concrètement des actions à mener pour ne pas tomber vers la facilité finalement. Mais justement, pour revenir au sujet des ateliers, comment vous avez réussi à les mettre en place dans les écoles? Tout à l'heure, Émilie, tu disais un petit peu comment t'étais venue l'idée, justement, quand tu t'étais confrontée à la collectivité et que tu avais eu ce désir de partager en fait des connaissances aux autres enfants. Vous pouvez nous raconter un peu chacune comment ça s'est mis en place? Alors pour ma part, c'est quand Léonard est rentré à la maternelle, j'avais déjà envie de contribuer au sein de l'école en tant que maman, avant d'être contributrice professionnelle, on va dire. Et c'est vrai que quand j'en ai parlé à la maîtresse, donc moi il est dans une école Montessori, donc peut-être que par rapport à une école plus classique, il y a une ouverture sur ces sujets-là, mais c'est vrai que la maîtresse a tout de suite été intéressée et elle m'a dit, je suis intéressée déjà pour moi. Donc il y a vraiment cette notion de l'adulte qui est hyper ouvert. Et donc j'ai fait la première année un petit test très simple et je me suis dit bon je vais y aller tout doucement parce que je ne savais pas trop entre 3 et 6 ans puisqu'ils sont mélangés dans des classes 3-6 comment arriver à organiser un atelier. Et puis finalement j'ai vu que cette expérience a été tellement positive à la fois moi en termes de ce que je ressentais parce que j'avais l'impression d'avoir un espace d'expression avec un public pour le coup hyper dans l'ouverture. Les enfants sont Enfin voilà, ils sont vraiment contents, beaucoup dans la participation, dans la coopération. Donc je me suis dit, j'ai envie de rééditer cette expérience. Et donc j'ai proposé les 2 années suivantes des ateliers tous les mois. Et donc j'interviens une fois par mois
sur des petits ateliers de 30 minutes. Donc je fais plusieurs groupes parce que je peux pas prendre un groupe de 20 enfants en même temps, ça ferait un peu beaucoup. Et donc cette année, par exemple, tous les mois, on découvre un fruit ou un légume de saison et on l'introduit dans une recette. Il y a aussi des petits ateliers sur justement comment fonctionne le corps, quels sont les fruits et légumes de saison, juste dans la découverte, la découpe, les couleurs. Le prochain atelier, il va y avoir la découverte des familles d'aliments, apprendre à classer les aliments dans les familles. Et donc, je fais déjà le test à la maison avec Léonard et c'est très rigolo parce qu'à table, il me dit, ça, c'est une fibre, maman, ça, c'est une protéine. Et donc, je trouve intéressant qu'il puisse utiliser ces mots-là où on pourrait se dire, mais il est trop petit. Mais en fait, il n'y a pas d'âge. On peut déjà apprendre dès le plus jeune âge à savoir ce qu'est une protéine, ce qu'est une légumineuse et une fibre. Donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir l'amener. Donc j'ai décidé comme ça de m'engager dans l'école et j'ai eu l'opportunité de faire plusieurs niveaux. J'ai eu une demande aussi pour le collège, notamment sur la thématique sucre, où la directrice s'était rendue compte que à chaque pause, les enfants allaient acheter des produits ultra transformés dans le supermarché qui avait à côté. Donc comment justement introduire les produits sucrés naturels et leur montrer le bénéfice d'un fruit sec ou d'un fruit frais par rapport à un produit ultra transformé qui va être vide en termes de micronutriments. Donc ça s'est construit comme ça au fur et à mesure, par l'expérience et plus aussi parce que j'étais maman d'un enfant, donc ça m'a vraiment donné envie d'intervenir. Et la dernière chose que je voudrais rajouter, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est comment est-ce que les parents ont accueilli voilà, ces ateliers-là au départ. Ils percevaient vraiment les ateliers de cuisine comme quelque chose d'assez sympa, un peu amusant, et ils ne voyaient pas la dimension de transmission qu'il pouvait y avoir derrière. Ils disaient, oh, ben, c'est sympa, ils vont faire des pâtes, ils vont comprendre comment on fabrique des pâtes, comment on peut introduire un légume dans la pâte pour faire les pâtes. Mais ils comprenaient pas que derrière, il y avait autre chose qui se jouait. C'était de se dire, que comment est-ce que j'apprends à dépasser la peur d'un aliment inconnu, la peur de ne pas l'aimer, la peur de se sentir obligé de le goûter dans le contexte où on est à table et qu'il faut manger. Ben, à travers les ateliers de cuisine, justement, on développe plein de choses. La motricité, la coopération, le fait d'être fier de soi, d'avoir pu réaliser quelque chose avec ses mains, mais aussi, je connais cet aliment, la prochaine fois que je vais le voir, ça sera pas nouveau et j'aurais peut-être plus envie d'aller le découvrir que si on me le présente d'un coup en me disant il faut que tu le manges. Ou en fait, il faut un petit temps de décalage. Et du coup, j'ai beaucoup de parents qui m'ont dit, depuis que tu mets en place les ateliers, il est beaucoup plus ouvert à goûter certains légumes et il me redemande de faire les recettes parce que souvent on cache le légume ou le fruit, donc il y a quelque chose de l'ordre du jeu. Dans une recette, on va faire des muffins à la courgette, on va faire des cookies au potimarron. Et donc il y a aussi cette notion de jeu qui est très présente parce que moi, à la maison, j'ai un enfant qui adore jouer et que tout passe par le jeu. Tout passe toujours par le jeu. Et je rebondis sur ce que tu disais sur la découverte des aliments, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté et qui m'a frappée lors d'un atelier que j'ai fait, dans une école, en proposant, des aliments, pour booster le système immunitaire. Et du coup, j'ai un peu découvrir la personne qui s'occupait, enfin, de l'école qui m'accueillait pour animer cet atelier, m'a regardée avec des yeux quand elle a vu ce que j'ai amené. Elle s'est dit: «Voilà, ils n'ont jamais mangé ça». Il y avait des algues, il y avait de la lactofermentation, il y avait, du chocolat noir, enfin, il y avait des choses, voilà, qui sont, pas toujours, bah, qui sont même jamais proposées à l'école et peut-être rarement chez eux. Et en fait, ils ont goûté à tout et il y en a beaucoup qui ont aimé, en fait, tout ce que j'ai proposé. Et en fait, je me suis dit: «Mais en fait, c'est là qu'il y a une question à interroger». C'est en fait, c'est qu'est-ce qu'on propose à nos enfants et comment orienter ça? En fait, je pense que si on leur propose, des aliments, bons pour la santé, ça fonctionne, en fait. C'est juste, ils ont pas la proposition et en fait, on part du principe que l'enfant ne va pas aimer, avant même de lui proposer. Et ça, c'est pareil, même que ce soit dans les familles ou au sein des établissements, c'est quelque chose qui est peut-être inconscient, mais qui est là. Et du coup, on dit: «Bah non, ça, il va pas aimer». Du coup, voilà, on donne une intention. Ça, c'est quelque chose qui est assez important de pas oublier à proposer et de proposer des choses et plusieurs fois aussi également. Et c'est vrai que les adultes étaient assez étonnés de voir qu'ils mangeaient des feuilles d'algues et de la lactofermentation à 4 heures d'après-midi et que c'était OK et qu'ils aimaient ça. Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'environnement finalement dans lequel sont les enfants et les goûts des parents. Ils influencent énormément le goût des enfants. J'ai eu l'occasion
récemment de voir un enfant assez petit dire, de découvrir le radis et d'aimer ça, et le parent dire, mais je vais pas acheter une botte de radis pour toi, moi j'aime pas ça. Et en fait, là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est que, en tout cas, moi, mon rôle de parent, c'est de me dire, OK, moi j'aime certaines choses et d'autres que j'aime moins, mais je me sens responsable de lui faire découvrir la palette alimentaire qui existe pour qu'il puisse se faire son propre goût et qui n'est pas influencé par le mien. Et ça, c'est pas toujours évident à faire parce qu'on se dit on va gaspiller, mais voilà, en tout cas, c'est un âge où, comme tu disais, il faut reproposer et ne pas se calquer sur ses goûts personnels. C'est un être à part entière qui a ses propres goûts. Et donc, c'est intéressant de pouvoir justement lui permettre d'avoir la liberté de développer son propre goût et de pas calquer sur nos propres habitudes. Et je trouve que c'est pour ça que l'école est un bon espace, parce que ça peut se faire sans qu'il y ait la famille, les parents autour, et dans un espace neutre aussi. Comme je disais tout à l'heure, dans un espace où on n'est pas obligé de manger, on n'est pas obligé de finir l'assiette, on est juste là pour dire c'est sucré, c'est salé, c'est piquant, ah la texture elle est rugueuse. Et effectivement, j'ai pu constater comme toi dans un atelier sur les fruits secs que la majorité des enfants ont aimé tous les fruits secs que j'ai proposés. Et les parents m'ont dit, ah bon, mais moi je pensais pas qu'il aimait les figues. Alors voilà, il faut reproposer régulièrement. Et puis dans le fait d'être avec les copains, les copines à l'école, il y a aussi autre chose qui se passe. Donc un peu le défi, le jeu, d'aller tout goûter, de retrouver, de relier avec le fruit frais et finalement d'apprécier un aliment qu'on n'aurait pas forcément apprécié dans un contexte familial. Et Lorelai, justement, comment ça s'est passé pour toi, les ateliers? Les ateliers, oui, ça a été vraiment, quelque chose que je ne faisais pas, lors du début de ma pratique et j'ai eu, une cliente en consultation qui est également fondatrice d'école Montessori et à la suite de cette consultation, m'a dit: «Beh, j'ai une idée, en fait, j'ai envie que vous interveniez dans mes écoles». Et je me suis dit: «Bah, oui, c'est en effet une envie et quelque chose qui m'anime et dont j'ai enfin, en voyant mes enfants et en constatant ce qui se passe, j'avais fait déjà des petits ateliers, en tant que parent d'élèves, par le biais, de la parentalité, j'avais fait des goûters zéro sucre raffiné, donc on avait découvert, voilà, le sucre de coco et tout ça et je trouvais ça intéressant. Je me dis: «Tiens, faudrait le développer». Malheureusement, dans les écoles publiques et contexte éducation nationale, c'est très compliqué, d'instaurer ça, d'entrer, si on n'est pas parent d'élève, d'entrer avec ce projet-là. Donc c'était voilà, c'était une question qui était en suspens et quand on m'a proposé, d'intervenir dans des écoles Montessori, ça a fait sens et du coup, j'ai proposé, bah, du coup, plusieurs sujets sur l'immunité, sur le sucre, sur la diversification et ça a été vraiment un super amusement parce que du coup, ça permet aussi d'expliquer avec d'autres mots, avec des images, en fait, de vulgariser, et de rendre encore plus accessible et en fait, je me suis aussi rendu compte en faisant ces ateliers pour enfants, ça m'a aussi instruit moi sur comment parler aux adultes. Parce que finalement, quand on sort d'école, naturo, qu'on s'installe, voilà, on a appris plein de choses très techniques et on se rend pas compte en fait qu'on utilise des termes qui sont peut-être pas forcément parlants et pour fabriquer mes ateliers, je m'inspire beaucoup, de livres, dédiés aux enfants pour avoir des éléments de langage, pour voilà et en fait, j'ai moi-même, en fait, heu, compris certaines choses pour l'expliquer d'une manière plus fluide, à travers l'enfant finalement et c'est vrai que quand je fais des ateliers pour enfants, je vois les adultes autour, en fait, ils comprennent plein de choses aussi et pareil, il faut pas oublier que l'enfant est beaucoup dans le mimétisme. Donc finalement, en tant que parent, heu, de mettre en place des habitudes de vie, c'est aussi, éduquer son enfant à mettre des bonnes habitudes. Donc puis, comme tu disais tout à l'heure, oui, si, on n'aime pas un aliment, bah, du coup, il faut plutôt, voilà, l'initier quand même à cet aliment et puis, surtout ne pas hésiter à mettre en place des choses bonnes pour soi, qui sont aussi bonnes pour son enfant. Mais le retour souvent que j'ai, dans les ateliers des parents, c'est: «Ah bah, depuis, votre atelier, on a mis en place le petit déjeuner salé à la maison» et du coup, en fait, j'ai constaté que ça avait aussi un impact sur toute la famille. Du coup, l'enfant, en fait, des fois, on peut, des gens même qui viennent déjà dans consultation natu qui ont déjà fait des consultations de naturopathie, ont des notions, mais quand l'enfant arrive et l'explique aux parents, il l'explique avec ses mots et en fait, le parent est assez stupéfait de voir comment l'enfant a compris et du coup, voilà, a envie de mettre en place des choses
Et souvent, ouais, il y a des choses qui sont mises en place, des chaînes de vie et d'habitudes alimentaires saines au sein des foyers, après les ateliers qui sont faits parce que l'enfant arrive avec sa dynamique, en fait, avec son envie, et ça donne une impulsion, intéressante. Et c'est des enfants de quel âge, toi, pour toi, Lorelai? Il y a un peu de tout. J'interviens sur, des 3-6 ans, pour les 1res, sections de maternelle et dans les écoles Montessori, comme tu dis, oui, c'est très couplé, les âges sont souvent mélangés et dans les différentes écoles Montessori, c'est le même groupe et du coup, c'est des classes d'âge, voilà, il y a 3-6, 6-12 et là, ce même groupe scolaire est en train d'ouvrir des collèges, donc on va commencer aussi avec des ateliers pour les plus grands. Mais il y a un peu de voilà, ça va de 3 à 12 ans pour l'instant, Et justement, c'était intéressant que vous avez toutes commencé par en tant que maman, parent d'élèves, et c'est aussi ce que je vais faire du coup la semaine prochaine, j'aurai le premier atelier dans l'école de mon fils. Mais en fait, je me dis c'est déjà un point de départ. En fait, c'est vrai que si déjà nous tous en tant que professionnels dans nos secteurs, en fait, on accorde ne serait-ce qu'une matinée de temps en temps, vu que de toute façon, cet enseignement, il n'est pas fait aujourd'hui. C'est déjà énorme en fait de pouvoir le faire. Je sais que moi je m'étais mis beaucoup de freins. J'avais l'image qu'il fallait que j'ai un truc clé en main, quelque chose d'hyper précis à proposer. Et en fait, je me suis juste lancée en osant le dire à la maîtresse, bah voilà, je suis naturopathe, je travaille autour de l'alimentation, j'aimerais proposer quelque chose, ça vous intéresserait? Et évidemment, en fait, tout de suite, elle a dit oui. Et en fait, la contrainte que j'avais, c'était, j'avais peur de côté cuisiner, comment on gère, tout ça. Et en fait, typiquement, moi, dans mon cas, ça va être les légumes de saison et on pourra pas forcément manipuler parce ils sont trop nombreux, il y aura pas, enfin, il y aura du goût, mais pas forcément beaucoup de manipulation, comme ce que tu fais, Émilie, sur des plus petits groupes. Mais en fait, ça m'a aussi montré que des fois, on se met des freins, mais qu'en fait, on peut faire déjà des choses très simples et qui peuvent se faire avec peu de matériel ou autre, et que c'est déjà un point de départ pour partager quelque chose et au moins faire que ce sujet devient un sujet aussi à l'école, en fait. Et c'est déjà hyper important. Oui, tu as raison et c'est vrai que moi, je me souviens la première fois que j'ai commencé ça, eu une discussion du coup avec ceux qui s'occupent des écoles et pour moi, j'avais imaginé en effet faire des ateliers de cuisine et je commençais à voilà, à me dire: «Voilà, enfin, je m'organise, comment on va faire?» Et en fait, ils me dit: «Ah non, pas du tout, on n'a pas du tout de quoi cuisiner, et c'est juste, bah, leur expliquer, en fait». Et du coup, j'ai revu totalement la façon de faire mon atelier, enfin, en tout cas que je m'étais imaginé que j'allais faire mon atelier et c'est vrai qu'en fait, il y a vraiment, plein de choses à faire avec les enfants. Le 1er que j'ai fait, par exemple, on a fait, voilà, sur, les aliments, l'immunité, tout ça et à la fin, j'ai fait un petit quiz où vous avez chacun, un pouce en haut et un pouce en bas et voilà, je montre une image. Est-ce que cet aliment, il est bon pour le système immunitaire? Et du coup, il devait lever. Enfin, voilà, il y avait une interaction, un jeu, autour de ça et en fait, oui, en effet, s'il y a pas, forcément la possibilité de cuisiner, on peut faire en effet découvrir des goûts comme ça, on peut faire des jeux autour de ça et les enfants participent énormément, et ont beaucoup de questions pertinentes sur lesquelles on peut rebondir et c'est vrai que finalement c'est beaucoup, voilà, on peut aussi faire, vraiment avec plein de biais différents finalement tous ces ateliers et conscientiser l'enfant avec plein de biais différents et autour du jeu aussi, autour, de l'histoire, on peut utiliser des personnages, on peut voilà, ils ont vraiment, c'est eux sont déjà très riches d'imagination et de différentes méthodes, donc ça nous apprend aussi beaucoup ça. C'est intéressant ce que vous partagez parce qu'effectivement, moi aujourd'hui, je forme des professionnels et beaucoup ont envie de proposer des ateliers de cuisine et notamment aux enfants. Et il y a toujours cette limite par rapport à l'organisation, au nombre d'enfants, etc. Et je pense qu'il y a plein de manières, comme tu disais, Lorelai, de transmettre sans pour autant être dans la pratique. C'est vrai que moi, je suis allée très vite dans la pratique parce que c'est ma formation, c'est ce que je fais depuis des années et surtout, je suis équipée. J'ai tellement d'années de pratique d'atelier que je sais comment organiser pour que l'atelier fonctionne, combien de groupes je peux faire passer, etc. Mais déjà, ne serait-ce que bah, voilà, faire découvrir les légumes, apprendre à les dessiner, voir les couleurs, les textures, c'est déjà énorme pour certains enfants qui, pour certains, ne savent pas faire la différence entre une courgette et un concombre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai énormément de plaisir à les voir quand j'arrive à l'école et ils me regardent, ils me font, on va faire des cucurbitacées aujourd'hui. Et de voir qu'en fait, les adultes sont étonnés qu'un enfant connaisse le mot cucurbitacé.
Et c'est finalement ça qui est très bizarre aujourd'hui, c'est que les adultes n'ont même plus confiance sur ce que les enfants peuvent apprendre, alors qu'en fait, ils ont un cerveau, mais illimité à cet âge-là. Enfin, c'est un puits d'apprentissage, de connaissances entre les langues. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire. Donc, faut en profiter. Parce qu'après, quand ils grandissent, tout de suite, il y a peut-être moins de choses qu'ils ont envie. Et puis, la curiosité, elle va s'orienter plus précisément sur certaines choses. Mais même moi, je le vois en tant que maman. Quand il était petit, Léonard, il mangeait de tout. Mais c'était un bonheur. Les algues, le sarrasin. Enfin, vraiment, on lui faisait manger de la choucroute, etc. Maintenant, il a 5 ans. C'est un vrai challenge. Les légumes, un peu moins. Donc, en fait, voilà, c'est de la négociation. C'est voilà, petit à petit. Donc, faut en profiter quand ils sont petits. Ils ont une capacité, une ouverture qui va petit à petit, en grandissant, se rétrécir. Donc, tant qu'on a cette fenêtre ouverte, profitons-en. Et pour rebondir sur ce que tu disais sur faire confiance à l'enfant et dans le parent est souvent étonné, c'est vraiment quelque chose que je recommande, enfin dont j'en parle en consultation, c'est quand l'enfant est malade, les parents sont toujours très très inquiets que l'enfant ne mange pas pendant qu'il est malade. Et je leur dis: «Faites confiance à votre enfant, il sait ce qui est bon pour lui et s'il mange pas, c'est que en fait, je explique du coup tout le système digestif qui doit être au repos, qui est le système immunitaire. Du coup, le système immunitaire s'occupe d'autre chose que de digérer, donc il a pas vraiment besoin de manger et c'est même bien plutôt que l'enfant s'arrête de manger à ce moment-là, évidemment toujours en surveillant, plein de paramètres et c'est vrai que c'est voilà de faire plus confiance à l'enfant et de le de surtout pas le sous-estimer. Il est rempli en effet de possibles inimaginables et pareil pour rebondir sur, ce que tu disais sur le fait que ton enfant mangeait de tout et maintenant c'est un peu plus compliqué. Alors, pour avoir un enfant un peu plus grand qui a presque 10 ans, j'essaye de rassurer tous les parents qui ont un enfant, de l'âge d'une autre à 5 ans, de ma dernière, où c'est une catastrophe pour manger en ce moment, c'est la lutte, c'est la négoce, c'est très compliqué. Voilà, ça revient. Rassurez-vous, ça revient. Mon grand est passé par cette phase-là et aujourd'hui, il mange de tout. Il a commencé les huîtres, pour vous dire, il mange vraiment de tout, et c'est revenu, en fait, parce qu'il a, autour de lui des gens qui, voilà, qui découvrent, qui testent, et qu'il y a des périodes où il rejette. Là, le mien, il est entre les 2. Je sais que l'adolescence, ça va être, une autre étape, mais voilà, il y a une période où ils ont mangé de tout, une autre où ils veulent plus de rien et ça revient, rassurez-vous. Je trouve que ça pose une question et un sujet hyper intéressant, qui est un sujet sociétal, c'est de la place de l'enfant dans notre société aussi, parce que moi je le vois par rapport au rythme des repas. Je le vois personnellement, c'est vrai que quand il va rentrer à la maison à 18 h, il va avoir faim et on pourrait avoir cette tendance naturelle de lui dire, bah écoute, c'est pas encore le repas, c'est un peu plus tard. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en ayant un enfant, c'est que les enfants, ils savent de quoi ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. C'est juste que ça nous génère de la contrainte à nous par rapport à notre planning, notre organisation familiale, de création de repas pour arriver à contenter tout le monde. Mais c'est vrai que je trouve que quand ils sont petits, ne serait-ce que pour qu'ils arrivent à avoir confiance dans leurs propres sensations, c'est intéressant quand même de les écouter et de dire, ah oui, tu as faim, ok, voilà ce que je peux te proposer à ce moment-là, même si ça peut être grignoter une carotte avant le repas, enfin de leur proposer des alternatives aussi voilà, naturelles à ces moments-là où ils peuvent avoir faim, pour voir en fait si c'est juste parce que c'est vraiment maintenant que j'ai besoin de manger et il est 18 h, sauf que c'est mon propre rythme et voilà, même si tout le monde mange à 20 h, peut-être que bah, ils ont une dépense énergétique qui est hyper importante souvent quand ils sortent de l'école, etc. Donc c'est toujours intéressant de questionner souvent quand il y a une famille bah, des rythmes de chacun pour pas être les futurs adultes en suradaptation et qui génèrent plus tard beaucoup de problématiques. Et c'est vrai que moi, ça a amené vraiment ce questionnement-là où je me suis rendu compte que les adultes que j'ai pu accompagner en naturo, en atelier de cuisine, les problématiques qu'ils rencontraient étaient souvent les problématiques et le manque de transmission qu'il n'y avait pas eu à l'enfance. C'est-à-dire écoute-toi, écoute tes besoins. C'est un peu comme l'histoire de retiens-toi pour faire pipi, c'est pas le bon moment. En fait, ça envoie un signal qui est hyper mauvais. C'est en fait, t'as pipi, mais en fait, tu vas te retenir 1 heure parce que c'est pas l'heure de la récré. Et donc, pour l'alimentation, c'est la même chose. C'est vraiment de se questionner quand on est voilà, dans une famille, quelle information on envoie. Quand on dit à un enfant, bah non, c'est toujours pas le moment de manger. Est-ce que c'est une vraie faim derrière? Et d'aller se questionner là-dessus.
Et puis en profiter pour leur faire découvrir des aliments, qu'ils connaissent pas du coup et qui seraient, profiter de la faim. Pour ça, on le dit souvent dans le monde de la diversification quand on va introduire des nouveaux aliments, de les donner avant le biberon parce qu'après le biberon, il y a la satiété qui fait que c'est plus compliqué d'introduire un nouvel aliment. Bah, en fait, faut raisonner de la même manière, quand ils grandissent et c'est vrai que profiter des moments où il a faim pour, une feuille d'algue, une carotte crue, enfin voilà en plus voilà, amener un élément nouveau à faire découvrir, à ce moment-là et les faire participer aussi à la cuisine est un élément très important, sur la transmission de ce qui est, de ce qu'ils mettent dans leur corps et de comment, de l'aliment en lui-même, en fait, produit brut. Mais justement, Émilie, tu as commencé un petit peu à en parler, mais je voulais savoir un peu c'est quoi vos challenges de maman et aussi c'est quoi, bah, les choses dont vous êtes fiers de tout ce que vous avez mis en place avec vos enfants, que vous voyez vraiment l'impact aujourd'hui pour partager aussi ces 2 aspects, dans la réalité de de nos vies de maman? Bah, je pense que les challenges, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment arriver à ce que l'enfant continue à être connecté voilà, à la vie sociale, tout en ne se laissant pas absorber par ce monde social dans lequel il y a énormément de marketing. Alors ça va au-delà de l'alimentation, hein, mais en tout cas sur l'alimentation, comme on disait tout à l'heure, les bonbons, les gâteaux. Voilà, dès que c'est la sortie de l'école et qu'on va au parc, moi je suis toujours un peu en panique quand je vois tout ça. Et en même temps de lui laisser cette possibilité. Moi je pense que c'est un de mes plus gros challenges. Après, je suis quand même hyper fière de voir que il arrive à dire non, il arrive à se limiter tout seul parce qu'il sait l'impact que ça va avoir sur lui. Le fait qu'il arrive à identifier dans son assiette quelles sont les familles d'aliments et qu'il comprenne bien comment est-ce qu'on compose une assiette. Je trouve qu'à 5 ans, enfin moi je savais pas ça quand j'avais 5 ans, donc ça me rend hyper fière et aussi qu'il arrive à identifier aussi ses émotions. Je trouve que c'est un sujet qui va aussi de pair avec l'alimentation, comme on disait tout à l'heure. L'alimentation émotionnelle, aujourd'hui, on peut le voir sur les adultes qu'on accompagne, elle est très très présente. Donc comment justement identifier une émotion, comment pouvoir répondre à cette émotion sans passer par le biais de l'alimentation, du sucre, et donc trouver une stratégie propre à chaque enfant. Donc quand j'arrive à le voir identifier en disant bah écoute là je suis colère, mais en même temps je reviens vers de la joie, etc. De voir qu'en fait une émotion ça passe et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des aliments pour se calmer. Ça, c'est quelque chose que je suis hyper fière d'avoir réussi à mettre en place parce que c'est pas quelque chose que j'ai eu. Oui, bah, le challenge à la maison, c'est vraiment quand on est, sur des retours de vacances ou des retours où ils sont sortis de cette routine, en fait, qu'on met en place. C'est de revenir dans la routine, et dans le les bien-être parce que, bah, ça va très vite, hein. Ils peuvent vite, heu, avoir envie et s'habituer à autre chose et c'est vrai que quand ils reviennent, voilà, il y a vraiment tout une routine à mettre en place et la consommation des légumes, voilà, ça va être majoritairement ce qui est dans l'assiette et heu et quand ils partent, voilà, que ça soit en déplacement ou chez les Lavis, c'est le retour est pas le même, et du coup, bah, j'ai instauré la soupe obligatoire avant le repas, donc il y a toujours même si c'est un petit bol, c'est avant le repas, on boit une petite soupe pour avoir le quota de fibres, pour nourrir le microbiote. C'est, heu, c'est un peu le challenge, c'est, voilà, c'est d'avoir une quantité de légumes, tous les jours. Après c'est en fonction des âges, voilà, tout est une négociation, très différente et heu et bah, il faut s'adapter aussi, aux besoins de l'enfant et les fiertés, bah, il y en a plusieurs, mais c'est vrai, une qui me vient en tête là, c'est, avec mon fils à l'arrivée de sa petite sœur, on a mis en place, 1 fois par semaine, à des goûters que tous les 2, voilà, pour garder un moment, entre nous, et l'autre jour, on était dans un coffee shop, à prendre un petit chai et il a pris une petite brioche à la cannelle et en croquant dedans, il me dit: «Ah, c'est une brioche au levain ça et on sent bien l'acidité du levain et tout» et au comptoir, je les personnes du commerce étaient là genre: «Mais il sait ce que c'est que le levain, mais il a réussi à détecter, en effet, il y a du levain et tout» et j'étais assez fière, voilà, bah oui, mon fils sait détecter les aliments où il y a du levain. Enfin voilà, il y a un truc où quand on bosse, en fait, comme ça, c'est un boulot, hein, d'inclure, toutes ces choses, dans un quotidien et j'en ai bien conscience que dans une vie de parent active, c'est énormément de travail. Des fois, c'est fatigant, mais il faut pas lâcher parce que c'est vraiment très bénéfique et quand on voit les bienfaits sur l'enfant
Et moi, quand je vois mes enfants expliquer, soit à des adultes ou à d'autres enfants, ce que fait le gluten dans le corps, pourquoi on peut pas manger trop de sucre, pourquoi les produits laitiers, voilà, il faut faire attention, pas trop en consommer et quels produits laitiers consommer. Bah, quand je les vois expliquer eux, en fait, je me dis: «Bon, bah, chouette, j'ai réussi, ils ont compris», et c'est vrai que voilà, ça fait plaisir, ça rend fier. Ah, c'est chouette. Et si vous pouviez changer une chose, une action politique, je dirais, au niveau de la santé des enfants, que vous auriez à souffler à notre gouvernement pour la mettre en place, ce serait quoi? Ah ben clairement, moi, c'est éducation alimentaire dans l'école, hein, qui est vraiment des matières d'éducation alimentaire, mais dans le sens, voilà, découverte des aliments, mais aussi un peu plus de matières en lien avec la vie pratique. C'est vrai qu'aujourd'hui, même se laver les dents, enfin, apprendre à se laver le nez quand on est enrhumé, enfin, c'est plein de petites choses qu'on fait au quotidien. Et on se rend compte que si on n'a pas la chance d'avoir une famille qui nous transmet ça, on passe complètement à côté. Et ça, c'est vraiment mon observation de tous les adultes que j'ai pu accompagner sur le tard qui m'ont dit, mais pourquoi on m'a pas appris ça avant? Et donc, c'est vraiment cette phrase qui me marque, c'est de me dire vraiment d'inclure la vie pratique et notamment l'alimentation santé dès l'école, dans l'école. Moi, si j'avais, à nos dirigeants un petit tip, ça serait bah, voilà, d'agir, sur les repas à l'école, en fait. Il y a vraiment quelque chose dans les cantines à faire, en fait. Alors je sais qu'il y a des questions de budget et des questions de collectivité qui sont et de sanitaires qui sont importantes. Mais quand on regarde un repas, à la cantine, c'est, du sucre, du sucre, du sucre et quand on dit du sucre, c'est pas le sucre comme on le connaît en poudre, sucrée. Et il y a du riz, du pain, du produits laitiers et souvent, quand je dis des légumes, c'est voilà, c'est souvent des petits pois ou des légumes, riches en glucides. Et en gros, bah, forcément que l'enfant après il est fatigué, il se concentre pas quand on regarde le repas. Donc il y a pour moi, il y a un non-sens et une contre-productivité quand le repas de l'école, est pas en lien avec ce qu'on leur demande dans la journée, en fait. Et je me dis: «C'est un non-sens tellement énorme que je ne comprends pas que ça soit encore comme ça, en fait». Il faudrait qu'il y a les nutritionnistes évidemment, il y a des choses qui ont été faites, hein, avec le temps, on change. Il y a des repas végétariens, il y a des repas adaptés. De plus en plus, mais on est quand même très, très loin. Enfin, je pense qu'on peut demander sur 10 parents, il y en a sûrement, 3/4, pour qui les enfants ne mangent que le pain et le yaourt ou le fromage à la fin en fin de la jour à la fin du repas, quoi. Parce que si c'est pas bon, c'est même si c'est pas bon, en fait, ils pourraient manger, ça serait quand même pas bon parce qu'il y a trop de enfin, les combinaisons sont pas bonnes, quoi. Et ouais, vraiment beaucoup de glucides, je trouve, dans le repas. C'est vrai que moi, je pourrais rajouter aussi qu'il y ait une politique beaucoup plus offensive envers les marques qui proposent aujourd'hui beaucoup de publicité sur tous ces produits dont on parlait tout à l'heure, les gâteaux, enfin tout ce qui est biscuits industriels, même les yaourts. Enfin, dans le rayon des yaourts, il y a beaucoup de kilomètres, mais il y a beaucoup de produits qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Et c'est d'être beaucoup plus clair. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont mis en place un Nutri-Score, mais on voit bien que le Nutri-Score, il n'est pas du tout... Enfin, il amène une énorme confusion dans la tête des personnes. Et du coup, qu'on puisse... que ce sujet-là des produits ultra transformés soit beaucoup plus limité. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait croire que c'est une privation de liberté, mais je trouve que quand on met les pieds dans un supermarché avec un regard éclairé, on se rend compte qu'il y a beau y avoir des kilomètres de rayons, il y a très très peu de produits nutritifs. Il y a énormément aujourd'hui de produits ultra transformés. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est difficile de faire le tri. Le rayon de fruits et légumes, il est tout petit. Quand c'est bio, c'est emballé dans du plastique. Enfin, voilà, il y a quand même un non-sens aujourd'hui. Et du coup, je pense que ça devrait vraiment être quelque chose qui se passe au niveau politique, même si, bon, je n'y crois pas trop, mais il y a beaucoup trop d'enjeux derrière. Mais en tout cas, dans un monde rêvé, oui, je pense que pour pouvoir amener plus d'égalité sur ces sujets-là, il faudrait que le sujet soit politique. Et j'ai vu récemment une vidéo d'une sociologue, je suis tombée dessus sur les réseaux sociaux, où elle parle de désert alimentaire, et notamment dans des quartiers défavorisés, où c'est là où on va avoir beaucoup plus de fast-food, finalement de junk food, donc des aliments qui sont très gras, très sucrés, très transformés, très riches en glucides, donc très riches en sucre.
Et finalement, bah, il y a une inégalité qui se crée aussi parce qu'il y a un désert alimentaire de produits de base comme les fruits et légumes dans ces quartiers-là. Donc ça montre bien qu'il y a une action politique qui doit être menée sur ces sujets-là. Ouais, clairement pour moi, le sujet de l'alimentation, on a notre action individuelle, mais il doit vraiment être aussi pris en charge, au niveau politique et tu vois, moi, l'idée qui m'est venue, bah, en vous écoutant, bah, c'était, pourquoi pas une mesure où on met justement sur chaque paquet de bonbons ou chaque canette de soda ou de biscuits, le nombre de carrés de sucre. Parce que en fait, le fait de mettre 15 grammes, machin, enfin, même ça, c'est déjà trop compliqué, ça reste opaque encore pour les gens. Mais le fait d'avoir un visuel, les paquets de céréales par exemple, j'ai vu cet été hein, le Chocapic qui avait un Nutri-Score A. Donc enfin, je sais pas comment on arrive à cette conclusion, mais si on mettait bah voilà, une portion égale 5 carrés de sucre, 5 cubes de sucre, je pense qu'il y a quelque chose, il y aurait quelque chose à faire de ce côté-là. Ben, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, en fait, qu'est-ce que vous avez envie d'inviter comme autre chemin possible pour l'alimentation des enfants? Moi, pour ma part, j'aimerais voilà, inviter à plus de pratiques, de passer par le faire, de vraiment permettre aux enfants d'être dans l'expérimentation par le faire. Mais je pense que c'est le même sujet pour les adultes, sortir un peu de l'ultra-théorie qu'on peut voir un peu partout et passer par voilà, les mains, toucher la matière, goûter, s'émerveiller de tout ce qui existe. Pour moi, c'est une action qui, pour le coup, peut avoir derrière un énorme impact. C'est vraiment de leur apprendre à prendre soin d'eux et du coup bah, des autres, de l'environnement, voilà, et tout en se faisant plaisir aussi, parce que c'est pas contradictoire pour moi. On peut arriver à être connecté, avoir une démarche finalement humaine, écologique et vertueuse, tout en se faisant plaisir. C'est pas quelque chose d'austère. Oui, tout à fait, bah, c'est vraiment enfin, ça rejoint un peu ça, c'est le chemin possible, c'est ça, c'est de les rendre de rendre nos enfants conscients et autonomes sur la consommation, alors qu'elle soit globale, hein, dans la consommation, dans sa globalité, mais vraiment dans l'alimentation, de de consommer un aliment, bah, déjà, faire le lien entre ce qu'on va mettre dans son corps et ce que ça va faire en nous et aussi, voilà, un aliment, ça va souvent de pair, un aliment, transformé, il est souvent aussi suremballé, il est souvent, dans une production, pas forcément très réglo, voilà, en tout cas humainement. Donc il y a aussi, voilà, prendre conscience que, bah, ça, c'est pas bon pour la santé et en plus, ça pollue la planète ou en tout cas, qu'un aliment brut, voilà, est toujours, meilleur pour la santé que et voilà, se rendre ce chemin possible, d'emmener l'enfant vers une prise de conscience, dès le plus jeune âge et du coup de montrer aux parents que l'enfant, bah, il peut éclairer le chemin lui aussi, on n'est pas les seuls adultes à avoir la lumière, quoi. Ouais, c'est intéressant de les replacer devant, en fait, que c'est eux qui vont nous montrer le chemin finalement aussi. Ben, un grand merci, Émilie et Lorelai, pour votre présence à mes côtés aujourd'hui et puis pour toute la richesse de vos partages. Je mettrai en description de l'épisode tous les liens, les informations pour vous retrouver, pour vous suivre sur les réseaux et suivre votre actualité. Si cet épisode vous a plu, ben, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à d'autres parents, à des enseignants ou à toute autre personne qui est sensible à ce sujet. Et vous pouvez laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Et n'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou partager vos retours et vos réflexions sur l'épisode. Je vous retrouve à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.